Hello, dans cette vidéo, je vais te présenter le hook useContext et plus précisément le state management en React en parlant de useContext et d'un incontournable dans l'écosystème React qui est Zustend. Mais ne t'en fais pas, cette vidéo est une vraie masterclass parce que je t'offre tout ce qui est normalement privé pour les gens qui payent et je t'ai mis ça dans une vidéo pour vraiment créer une ressource quali sur useContext. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos. La première c'était JSX React DOM, la deuxième useState, la troisième useEffect fetch de données et la quatrième useContext. Je pars sur le principe que tu as déjà vu ces 3 dernières vidéos. Si c'est pas le cas, tu peux aller les regarder avec le lien mlv.sh/react3, React 2 ou React 1. Et on est dans React 4. Dans cette vidéo, je t'ai préparé une vraie masterclass sur le useContext. On va faire en 7 parties. La première, c'est l'utilité du useContext. Ensuite, on va voir sa syntaxe avec un exemple simple d'un counter, un exemple contexte d'un dialogue. Puis on va parler de l'attention. Attention, le useContext n'est pas fait pour gérer des global states, car la solution c'est Zustend, et on va faire un exemple d'utilisation avec Zustend que je définis comme parfait. Alors, encore une fois, tu pourras retrouver le repo que j'utilise ici afin de pouvoir travailler avec moi. Donc moi, ici, ce que tu retrouves dans cette petite application qui me permet de faire tes démos, c'est une application faite en Vite.js, tu peux aller dans Get Started afin de l'installer ici, qui utilise Tailwind CSS avec Daisy UI pour avoir des composants rapides à créer et pour faire des exemples très simples et efficaces rapidement. Alors déjà, c'est quoi l'utilité du useContext et comment ça fonctionne ? Le useContext, il va nous permettre d'éviter le props drilling. Le props drilling, c'est le concept de venir passer des props d'un composant et d'un autre composant. Et par exemple, imagine-toi qu'il n'y a que ce composant-là qui a besoin d'une donnée, comme le nom d'un utilisateur. Et que c'est ce composant-là qui a cette donnée. Il va devoir passer cette donnée en props ici, puis en props ici pour pouvoir la récupérer à cet endroit. Le but du useContext, c'est de venir créer un contexte où chaque composant, du coup ces lignes-là d'ailleurs servent à rien, va pouvoir venir récupérer les props du contexte. Et c'est ce qu'on appelle aussi de l'injection de dépendance. On vient injecter des données dans certains composants, tels que des props ou des states. Il faut savoir que le contexte n'est pas un state management en soi. C'est pas une solution pour faire du state management, c'est uniquement une solution pour injecter des composants d'un enfant à un autre. L'avantage du useContext qu'on verra ensemble, c'est qu'on peut créer plusieurs contextes dans une même application. Contrairement à Zustend qu'on verra aussi ensemble, le useContext n'est pas quelque chose de global, mais plutôt quelque chose de local que tu retrouves situé à plusieurs endroits dans ton application sans avoir besoin de devoir en faire les frais dans l'intégralité de ton application. Donc c'est pour ça que tu peux avoir plusieurs contextes. Comme je t'ai dit, le contexte n'est pas un state management parce qu'on va créer un contexte tout de suite. On va l'appeler counterContext est égal à createContext et la méthode createContext permet de créer un nouveau contexte. Par défaut, on va mettre une valeur à nul. Et là, on va tout simplement venir utiliser ce contexte en faisant create counterContext.provider comme ceci. Et à l'intérieur, je vais pouvoir créer un component comme counter ici qui va venir récupérer ce contexte. À l'intérieur, ici, je vais mettre value est égal à 1. OK ? Et à l'intérieur, ici, je vais afficher mon counter, qui est évidemment une fonction. Et donc, lui, il va retourner un bouton, ou plutôt un paragraphe comme ceci, qui va afficher count. Comment est-ce qu'on récupère ce count ? Ici, on a créé le contexte. Avec le provider, on a défini la valeur, parce qu'un contexte a une valeur. Et maintenant, tous les composants qui sont à l'intérieur, donc entre le context provider ici, vont pouvoir utiliser le contexte avec const context est égal à useContext ici de counterContext. En React 19, tu peux simplement utiliser use, comme ça, tu es au courant. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on a une application error parce qu'on n'utilise pas la bonne donnée, il faut utiliser context ici. Mais donc là, on a 1. Donc c'est pas mal parce qu'on peut voir que la valeur du contexte, ici, c'est la valeur qu'on reçoit là. C'est la valeur qu'on reçoit dans la value juste ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté une valeur ici. Mais ici, ce que tu peux remarquer, c'est que déjà, je peux injecter n'importe quoi. Ici, je vais faire json.stringify de contexte nul 2 comme ceci, comme ça on voit ça. Et là, si je veux, je peux injecter count 2 par exemple. Et donc là, on a count 2 qui est injecté. Et je pourrais injecter name Melvin. Et donc, pourquoi est-ce que j'utilise le terme injecté ? D'ailleurs, ici, on va utiliser des prêts. Ce sera plus joli. Et pas le terme de state management. Parce que
le contexte ici n'agit pas comme un state management. Il vient juste passer cette valeur qui vient injecter dans les components ici. Le state management en React se fait toujours. State management est égal à useState ou useReducer. Alors que le contexte, c'est pour injecter des données ou des states. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement? C'est là que c'est intéressant, c'est que tu vois qu'ici, on a injecté notre contexte ici. Et bah, je vais pouvoir venir à cet endroit, créer un state. Par exemple, count, setCount, useState. Et je vais pouvoir passer le count qu'on va initialiser à 0 dans notre context provider. Et donc là, le count qui est un useState, c'est pas, on fait pas qu'un contexte, hein. On définit un useState. Et ce count, il est passé à un provider. Ce count-là va être récupéré dans le contexte juste ici, qui va ensuite être affiché ici. Et quand je sauvegarde, c'est ce que tu peux voir, on a le count 0. Et donc là, tu peux voir qu'on a un bon cas d'usage, c'est qu'on a un context provider avec un count qui affiche cette valeur dans le rendu via un autre composant. L'avantage ici, c'est que tous les enfants qui sont à l'intérieur ici, donc tout ce qui est ici, va avoir accès à cette donnée. C'est-à-dire que même si ici, counter aura un autre component, qui aura un autre component, etc., ça va fonctionner. Maintenant qu'on a cette count, bah on se dit, et c'est là où useContext permet d'injecter et faire du state management, c'est qu'on pourrait se dire, bah, pourquoi est-ce que je passerais pas cette count en paramètre? Et du coup, ici, tu peux voir que ça m'affiche plus que count, parce qu'une méthode ne peut pas être affichée, mais là, je pourrais créer un bouton increment. Et mon bouton increment, il pourrait return un bouton avec ici un icône plus, que je vais importer de Lucid, que j'ai aussi dans mon application juste ici. On va lui mettre class name btn ici primary, et je vais pouvoir l'afficher comme ceci à côté de mon counter. Donc quand je fais ça, on voit le bouton plus, mais il fait rien. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de passer de props, je peux venir juste consommer mon contexte, puis lors du clic, assez naturellement, faire context.setState, donc setCount, pardon, la méthode que j'ai définie ici, count qui va sur count plus 1. Et donc maintenant, quand je clique, ça incrémente correctement. Ça, c'est pour la base. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise un contexte ici? C'est pas forcément pertinent. On est d'accord qu'ici, je pourrais passer count, supprimer ça, ici afficher mon petit objet count, ici je pourrais passer setCount, et venir setCount ici comme ceci, et on se retrouve avec le même résultat, sans avoir besoin de s'embêter avec ce context provider, où ici je peux passer count, 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 et setCount, setCount. Et donc là, on est d'accord que, en fait, on n'a pas fait un super bond en avant avec notre contexte. L'avantage du contexte, ça devient quand on veut faire de la composabilité. C'est quand on veut créer des composants un peu génériques ou faire de l'injection de dépendance comme je l'ai expliqué. Ce qu'on pourrait ici remplacer ça, c'est remplacer ça par counter display, comme ceci. Et donc, attends, pardon, ici je reviens dans l'état d'avant, parce que nous on s'intéresse au contexte dans cette vidéo. Et donc ici je vais l'appeler counter display. Ensuite ici, je vais créer un composant counter qui vient déplacer toute cette logique qu'on a là, comme ceci, à l'intérieur de notre composant. Ici, il vient afficher childrun, et ensuite, je ferme mon provider et je ferme ça. Et je vais évidemment prendre childrun en paramètre comme ceci. Je viens afficher childrun, et là, ça me permet ici de pouvoir retourner counter et increment button, comme ceci. Tchac, 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 tchac. Et là, tu vois que on a presque le bon résultat, parce qu'il faut que j'affiche ça. Et donc là, tu vois que ça marche. Tu vois qu'on a fait ça comme ça. Donc là, je vais remplacer ça par un P. Je vais afficher context.count. Je vais lui afficher des petits styles du style BG base 300, border neutral, padding 4. Comme ça, on a une sorte de joli display. Withfit, rounded MD, texte mono, font mono. Voilà, on a un petit display. Et donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux faire un peu n'importe quoi. C'est super flexible. Là, je vais pouvoir faire flex item center gap 4 et rajouter par exemple un bouton decrement ici qui va être très similaire à mon bouton increment qui fait -1. Et donc ici, je vais pouvoir afficher mon decrement. Et tu vois que c'est ultra flexible. L'avantage, c'est que mon composant counter ici, c'est un mélange de plusieurs composants. Et je peux ensuite, si j'ai envie de mettre, d'ailleurs, j'ai pas mis le bon icône, hein, decrement, c'est plutôt le minus icône. Si j'ai envie de mettre un bouton decrement ici et une autre div ici avec un bouton decrement, et je peux. Je suis libre de faire ce que je veux. Et donc, c'est ça qui est super intéressant avec les contextes.
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans mon application, je pourrais avoir pas un counter, mais deux counters qui sont au même niveau juste ici, mais que celui-là, bah, par exemple, il a que un bouton increment comme ceci. Et donc là, j'ai pas un counter, j'ai bien deux counters avec ici un séparator. Ici, je vais pouvoir rajouter flex, flex call, gap 4. Et comme ça me permet à moi de pouvoir utiliser tout ceci en ayant des states qui sont séparés. Et c'est ce que je t'expliquais ici. L'avantage du contexte, c'est qu'on va pouvoir créer des groupes de composants qui discutent entre eux, parce que là, les composants, en tant que personnes qui utilisent ceci, eh ben, t'as pas l'impression qu'ils discutent entre eux, pourtant ils sont bien en train d'interagir avec le même state. Toi, t'as même pas besoin de t'en rendre compte, tu vois que tout est magique, etc. Et t'as pas besoin de faire du props drilling, donc ça c'est un des grands usages du use context. Et t'as pas besoin de chercher bien loin pour voir la puissance de ce use context comme injection. Le dialogue de Radix, si on regarde son API, elle est géniale. Regarde comme tu utilises Radix. Tu fais dialogue route, dialogue trigger, ensuite dialogue port tag, dialogue overlay, dialogue content. Et tout ça vient interagir avec un contexte dialogue interne que tu n'as pas besoin de gérer toi-même. Mais tout ça, ça permet de fonctionner. Et tout ça utilise un contexte. Et donc justement, on va passer sur un exemple plus avancé de la vraie utilité des contextes et pas de l'utilité de charlatans qu'on essaie de nous faire croire sur d'autres vidéos. C'est de venir ici créer un dialogue contexte. On va venir créer un dialogue contexte et on va pouvoir venir ici créer un composant, par exemple dialogue. Ici, on va créer un dialogue content et ici, on va créer un dialogue trigger. Donc le dialogue content, ça va être une dialogue ici qui va évidemment utiliser ce contexte. Donc là, on va créer une petite méthode que j'aime bien créer. C'est use context qui va être, use dialogue qui va être une méthode qui va utiliser le contexte qu'on avait juste ici, mais que à l'intérieur, eh ben, il va venir faire, s'il n'y a pas de contexte, tu viens throw une erreur. Comme ça, si quelqu'un essaie d'utiliser tes composants en dehors d'un provider, ça va throw une erreur. Donc ici, use dialogue must be used within dialogue. Et return de contexte. Et comme ça, dans mon dialogue ici, je peux afficher le dialogue contexte. Et à la place de ça, on va faire open, set open. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ce open, set open, et bah, je peux venir ici dans dialogue trigger. Et ça va être un bouton qui va faire const context est égal à use dialogue et qui va faire context.setOpen true. Et ici, on va cliquer sur, on va changer le child run en open. Et dans le dialogue content, celui-là, il va être un peu plus compliqué à faire, oui, mais normalement, je pense que notre ami Daisy UI a un petit truc pour les modales, avec par exemple ce contenu dans le dialogue content. Et donc lui, vu qu'on veut qu'il soit flexible, on va prendre un child run et on va mettre le child run ici. On va voir si ça fonctionne parce que on n'est jamais sûr dans la vie. On va juste enlever ce bouton decrement qui sert à rien. Et donc là, dans notre composant, on va pouvoir créer une dialogue avec à l'intérieur un dialogue trigger et à l'intérieur un dialogue content qui vient contenir un H2 avec textlg font bold hello world. Et maintenant, quand je clique sur open, et bah ça vient ouvrir ma dialogue uniquement si évidemment je viens moi-même l'ouvrir parce que dans dialogue content, il faut aussi utiliser notre contexte juste ici et faire s'il n'y a pas de contexte .open, je return. Et comme ça, tu peux le voir avec ce CSS, on a une dialogue qui est open. Donc quand on clique, ça vient open et maintenant il nous suffit de gérer le close. Et encore une fois, la composabilité de tout ça nous permet ici de se dire, je vais venir créer un component dialogue close qui va pouvoir communiquer avec ma dialogue et de la même manière que dialogue open, je vais pouvoir écrire close et set open false comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à afficher mon dialogue close à l'intérieur de mon dialogue content. Et à ce moment-là, tu vois que je peux ouvrir et fermer la modale. Et donc là, c'est magique parce que je peux créer une autre dialogue en dessous qui, à la place de Hello World, contient bonsoir les amis. Et ici, peut-être, pourquoi pas un input pour la route. Et donc là, il y a un input et bonsoir les amis. Et quand je clique sur celui-ci, il y a Hello World. Mais on peut aller encore plus loin. Déjà, il y a quelques erreurs qu'on fait avec ce dialogue content. Ici, ce serait intéressant d'utiliser create portal. Create portal ici en mettant la div
et en passant en deuxième paramètre ici document.body. Comme ça, je m'assure de toujours afficher mon élément dans le body et de m'assurer que ça soit au-dessus de chaque élément. Donc create portal, ça fait que si on regarde nos éléments, tu peux voir que ma dialogue, quand je clique ici, bah tu vois, elle se crée dans Body, alors que quand j'utilisais pas Portal, elle se créait dans notre application, ce qui était évidemment moins efficace. Et donc, c'est assez intéressant. Ensuite, dans le dialogue trigger, c'est quand même dommage d'avoir ce bouton. On pourrait rajouter une props ici, children, et dire, bah, si type of children n'est pas complètement égal à une string, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, je vais return clone element de children et je vais lui injecter la props onClick. Et cette props onClick que j'injecte, donc là je comprends que ça puisse être compliqué, je m'excuse, mais si j'explique exactement la méthode clone element, ça va être compliqué, mais en clair, ça clone l'élément et ça vient injecter une props ici qui va faire setOpen true, et ensuite je vais appeler children.props.onClick avec even, comme ça on garde le onClick par défaut. Tous ces exercices là que je te montre, en fait c'est des exercices que tu pourras retrouver directement sur mes cours et pouvoir les faire de zéro, donc c'est super intéressant. Tu as qu'à aller sur mlv.sh/react pour pouvoir pratiquer, et c'est vraiment avec la pratique que tu vas acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir trouver un job, travailler en entreprise et montrer ton expertise à tes pairs. C'est super important de vraiment pratiquer. Donc, je t'invite à aller voir ce cours. Bref. Donc ici, ce clone element, il vient cloner, intégrer cette classe. Et ici, il me dit clone element n'est pas valide parce que j'ai peut-être pas passé les bons paramètres. Ah non, parce que je passe pas de children. Je passe pas de children. Donc si il y a un children et que ce children n'est pas de type string. Comme ça, c'est mieux. Et sinon, je l'injecte dans le bouton de cette manière. On peut faire la même chose avec le close. Donc bon, on va quand même pas s'embêter à faire tout ça. On va juste copier ça et remplacer ici ce false par ce true par false. On va le mettre ici et on va pas oublier de le rajouter juste ici en mettant ici true. Et comme ça, on a tous les éléments qu'il faut. Donc là, tu vois qu'il n'y a plus d'enfants, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, dans le dialogue trigger, je peux passer un custom button avec par exemple BTN, BTN error, BTN LG. Ici, BTN LG, et je suis nul. Le retour en arrière passe bien. Et là, je fais click, me. Et donc là, tu vois que maintenant, ça vient cloner ce bouton. Et le mieux, c'est que ça vient ajouter l'événement de telle sorte de faire en sorte que ça clique. Donc si ici, je fais un bouton class name absolute left 4, right 4, avec ici un X icon, avec size 12, ici dies 16, et la border rounded MD, comme ça, et tu peux voir que maintenant, j'ai peut-être pas bien placé mon bouton, plutôt top 4, left 4, right 4, flex, item center, justify center, et tu peux voir que si je... Mais c'est pas possible, pourquoi ça me fait une 7 là? C'est pas possible. Top 4, tu te mets en haut, et ensuite tu te mets en right 4. Voilà. Et donc tu vois que maintenant il y a le petit truc pour fermer qui se place juste ici. Et donc tu vois que j'ai pu customiser ma modale et mon autre modale juste ici. Je peux évidemment lui rajouter comme dialogue trigger juste open et comme dialogue close juste close. Et ça crée une API super flexible, digne d'une librairie qui permet de gérer tout ça de manière parfaite. Je ne sais pas si tu es épanoui comme moi face à ce contexte, mais c'est vraiment ça l'utilité du contexte. C'est de pouvoir créer des composants, comme ici ce dialogue, qui offre une API, c'est-à-dire une developer experience, c'est-à-dire l'utilisation pour un développeur super agréable, où tu as juste à composer tes composants un peu comme des Lego. D'ailleurs, en parlant de Lego, on va pouvoir voir les Lego. Hein. Donc moi, j'en ai dans ma librairie, les Lego. Hein, tchouk. Tu vas pouvoir prendre tes composants un peu comme ça et les mettre ensemble, sans avoir besoin de modifier le code. Et juste en les mettant un peu bien ensemble comme ceci, tu te retrouves avec une feature qui fonctionne. Tout ça sans avoir besoin de perdre du temps à créer toi-même.
Donc, je t'ai peut-être perdu, je m'excuse, on va revoir les détails ensemble tout de suite. On a créé un contexte qui s'appelle dialogue contexte. Ce contexte peut être utilisé à plusieurs endroits comme je t'ai mis ici. Ensuite, on va créer plusieurs components qui interagissent avec ce contexte. Mais avant ça, on va créer un hook useDialog qui permet de s'assurer que si j'essaie d'utiliser dialog close en dehors de ça, eh ben, j'ai une erreur. Ça permet d'éviter que tes collègues développeurs fassent sans faire exprès une mauvaise utilisation du dialogue. Une fois que ça s'est vu, on a créé un composant dialogue. Ce composant dialogue, tout ce qu'il fait, c'est venir injecter un state comme valeur et exposer un open et un setOpen. Ici, tu pourrais aussi exposer des méthodes comme open, open dialog, key open ou close dialog, etc. Ensuite, ce qu'on a, c'est un dialog content. Ce dialog content, il vient utiliser dialog. Si open est à false, il return rien. Et sinon, il va créer un portal. Le portal, il permet de s'assurer que notre composant est render au bon endroit. Parce que tu vois que si j'utilise pas de create portal comme ceci, et qu'on regarde où le composant est affiché, tu peux voir que ce composant-là, il est affiché à l'intérieur de tout mon arbre, dans root, dans div, dans header, etc., etc. Alors que dès que j'utilise ce portal, eh ben, tu peux voir que maintenant, il est render ici, ce qui s'assure que ce composant soit au-dessus, au niveau de l'index, de tous les autres éléments. C'est super intéressant et super utile de faire ça. Ensuite, on va avoir un dialog trigger ici, et ce dialog trigger, il a une fonctionnalité spéciale, c'est que s'il y a un child run qui n'est pas de type string, généralement s'il n'est pas de type string, il va être de type React Element, comme ici un bouton, et ben il va venir cloner cet élément, child run. Il faudrait faire d'autres vérifications ici, que c'est pas un tableau, etc., mais on va garder les choses simples ici, hein. Clone element de child run et on vient injecter une props. Tu peux le voir qu'on injecte cette props à ce child run parce que là c'est toutes les props qu'on donne et ici par exemple si je mets style comme ça, si je rajoute la prop style avec un objet qui met un padding de 1000, et bah tu vois que notre bouton il a d'un seul coup un sacré padding. Déjà si je mets 50 ce sera visible. Tu vois qu'il a un padding dans la face. Donc ici, on vient injecter des props. Et s'il n'y a rien qui est donné, bah on affiche un bouton par défaut, comme on l'a fait juste en dessous. On vient créer un bouton close qui a la même feature et qui vient afficher un bouton par défaut, comme on l'a vu dans le cas contraire. Ce bouton close, on peut l'utiliser n'importe où. Et l'avantage d'avoir cette API flexible, c'est que par exemple ici, bah, je pourrais afficher autant un bouton close qu'un bouton deux boutons close, un bouton close là, un bouton close là. Il y a plein d'autres features qu'il faudrait faire pour être au niveau de Radix, notamment concernant l'accessibilité, et c'est tout des trucs qu'on voit dans le cours Begin React que tu peux accéder en cliquant sur mlv.sh/react, mlv.sh/react, et tu pourras t'inscrire directement sur ce lien. Une fois que ça c'est vu, on peut passer à la suite des sujets que j'ai notés juste ici. Tchouk, 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 tchouk. Donc, le contexte, ici, on a vu l'utilité, on a vu la syntaxe et on a vu un exemple simple et un exemple compliqué. Il y a quand même beaucoup de détails que j'ai envie de définir avec toi, mais j'aurai pas forcément le temps de tout définir pour pas te perdre. Mais c'est une règle assez importante concernant notre contexte, c'est comment fonctionne ce useDialog. Ce useDialog, il a une règle très simple. Quand value change, peu importe comment, peu importe pourquoi, à partir du moment où la référence de cet objet ici, que tu vois affiché là, change, c'est-à-dire quand elle est modifiée, à ce moment précis, dans tous les cas, 100% des cas, tous les composants qui sont subscribe, les subscribers, c'est ceux qui utilisent ici useDialog, vont re-render. Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Eh bien, c'est très simple. On peut par exemple venir ici, avoir un autre state ici qui va juste provoquer ce qu'on appelle un re-render. Donc ici, on va mettre un petit count. Set count est égal à useState avec 0. Si ici, j'affiche un bouton qui contient count et qui, lors du clic, vient set count, ici, count plus 1, et que j'affiche tout simplement ici un petit console log dans par exemple dialog content console.log re-render, tu peux voir que quand j'incrémente, ça vient re-render l'intégralité des composants qui sont subscribe, même si ce value n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que chaque fois que dialog va re-render, eh ben, il va créer une nouvelle référence de cet objet. Et c'est pour ça que très souvent, tu verras des objets de ce style-là en utilisant useMemo, qu'on ne va pas parler dans ce cours parce que sinon on en a pour 6 heures, mais qui va venir ici sauvegarder value avec cette syntaxe et j'ai fait de toute évidence n'importe quoi. Ah non, j'ai juste oublié de mettre ça là. Et tu vois qu'à ce moment-là, si je refresh, quand je clique, pardon,
pas quand je clique là, mais quand je clique sur le counter, ça re-render plus. Parce que comme je t'ai dit, le seul paramètre qui fait que les subscribers, donc tous les composants qui utilisent useDialog dans ce contexte ici, fassent qu'ils re-render, donc qu'ils soient recalculés par React, c'est si value change. Si value change pas, comme je le fais juste ici, les subscribers, donc tous les composants qui sont abonnés à ce useContext avec useDialog, ne vont pas être re-render. C'est pour ça qu'ici, en utilisant ce useMemo, que tu retrouves assez souvent quand tu vois des dialogues, parce que ça permet justement d'éviter ce problème-là et d'éviter des renders inutiles, et bah souvent on mémorise la valeur qui est juste là. En l'occurrence, dans notre cas, dans les exemples qu'on va faire, c'est pas très intéressant, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Un autre détail important, c'est que du coup, quand dialog va re-render avec cette syntaxe ici, et bah value va aussi être changé, c'est-à-dire si le parent de dialog, donc ici app re-render, value va être changé et tous les subscribers vont être re-render. Donc c'est tout ce qu'il faut vraiment savoir sur ce useContext concernant les pièges. Maintenant, tu pourrais être tenté d'utiliser useContext pour gérer des global state. Et là, tu vas tomber sur le contexte L. Alors le contexte L, c'est facile à retrouver, c'est ce genre de syntaxe qu'on a juste ici, qu'on va venir ouvrir dans un gros onglet, où on a un contexte qui contient un autre contexte, 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 contexte, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contexte L, et c'est pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est parce qu'on l'a vu, ici, useContext est fait pour gérer des states à un niveau local ou à un niveau pas forcément global. Pour avoir des states à un niveau global, la vraie solution, c'est Zustend. Zustend, ça va être un store qui va se situer en dehors de React, qui va justement bypass le système React et qui va te permettre de venir gérer des états sans passer par React. Donc c'est vraiment fantastique et ça s'utilise assez bien. Alors pour ça, on va pouvoir venir ouvrir un petit nouveau fichier avec par exemple ces 3 showcards, et ici tu vois que j'ai pris ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 1, avec une function showcard, une constante showcard, et du coup ici j'ai juste affiché un composant. Ensemble, on va vouloir créer un site e-commerce pour venir stocker ces cards. Donc ici je vais créer un composant header, et ce composant header, il va devoir afficher les éléments qu'on a dans un carte. Et donc pour ça, la première manière, ce serait de définir ici carte, cette carte qui serait en fait un tableau des ID de chaque chose, hein. Use state avec ici un tableau. Ensuite, ici, on pourrait rajouter une petite méthode on add carte. On vient ici créer une méthode, ou plutôt on toggle, je sais pas comment on pourrait l'appeler, hein. On toggle carte. On vient ici faire if cart.include shoe.id. Et bah dans ce cas-là, on vient l'enlever. On se rappelle, pour enlever un élément, on va faire cart.filter du cart qui a le cart.id qui n'est pas complètement égal à shoe.id. Comme ça, on l'enlève du cart. Et dans le cas contraire, ici, on va faire l'inverse. Si on met pas un quintuple égal, hein, ce sera mieux. Et donc ici, évidemment, c'est carte qu'il faut afficher. Ici, c'est carte. Et là, on va venir ajouter l'ID, donc en faisant ... carte et shoe.id. Comme ça, on vient gérer ça. Et là, on vient rajouter un bouton avec class name btn outline. Et ici, on vient afficher à l'intérieur de ce bouton un petit shopping bag. Et lors du clic, on vient appeler notre petite méthode qu'on a juste ici, onToggleCart, donc props.onToggleCart, qui fait ça. Et donc là, tu peux voir que je peux l'ajouter, et on va rajouter aussi une props isInCart, un truc du genre, cart.include de shoe.id. Et en fonction ici de isInCard, on va changer le style de ce bouton comme ceci en faisant CLSX. J'ai pas installé CLSX, donc c'est pas grave. On va faire plus props.isInCard. Si c'est le cas, on va faire btn primary. Sinon, on va faire btn outline. Comme ça, on vient rajouter un style. Et de cette manière, si je fais pas n'importe quoi, ici, il faut utiliser des 2 points. Et donc là, tu peux voir que mon btn, il s'est fait détruire la face. On va plutôt installer CLSX, parce que là, je commence à partir en vrille. CLSX, parce que Tailwind n'arrive pas à détecter l'utilité de l'histoire. Donc, on importe CLSX, et ici, on va faire ça beaucoup plus beau. Donc, je vais te montrer ça. Ici, on appelle CLSX, on fait btn, et ici, on n'a plus qu'à faire props.isInCart. Dans le cas où c'est le cas, on fait btn primary, sinon, j'affiche
btn outline. Et normalement, là, tu vois que quand je clique, il est ajouté aux cartes, et quand je reclique, il devrait être supprimé. De toute évidence, il faut que j'arrête d'avoir... Je déteste Chrome, hein, mais je le répète au cas où. De toute évidence, il faut que je fasse ici juste C, j'ai pas besoin de faire C.id, et comme ça, là, je l'enlève, là, je l'ajoute, là, je l'enlève. Et maintenant, je peux afficher ici le component header, où je vais passer carte est égal à carte. Et ici, on va simplifier les choses. J'aurais pas dû faire ça comme ça. On va direct ajouter en fait la choose total à l'intérieur. Comme ça, on va garder la référence. Et comme ça, dans ma header, ici, je peux return une header qui va contenir un petit button qui va contenir le nombre d'items. Donc ici, je vais prendre carte. Et ici, je vais faire carte.length avec class name btn, btn-sm, btn outline. Comme ça, ici, on voit qu'on a un élément, et quand je clique, on en a deux. Et pourquoi on en a un? Là, on en a 0, là, on en a 1, là, on en a 2, là, on en a 3, et là, on en a 4. Et on en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut que je compare avec choose, on fait pas de bêtises. Là, j'en ai un, là, j'en ai deux, là, j'en ai un, etc. Donc là, tu vois qu'il y a tout qui est géré. Le problème, c'est que là, on utilise un state avec du props drilling. Et aussi, le problème, c'est que chaque fois que notre state ici est render, toute notre application est render. Donc la première solution que tu pourrais te dire, c'est de créer un contexte. Et donc là, il va falloir faire carte context est égal à create context. Puis, ici, on va devoir faire const use carte est égal à une méthode qui fait const context est égal à use context est égal à carte context. S'il n'y a pas de contexte, je throw une new error. Donc tu vois le code boilerplate qu'il faut faire. Hein. Donc là, on va juste faire error, return context. Là, je vais pouvoir faire const carte est égal à useCart. Et là, bah, à l'intérieur de mes choses, ici, je pourrais faire const carte, const is in carte est égal à carte.include de props.shoe. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, je spread le shoe. On va plutôt faire shoes est égal à shoes. Comme ça, ici, on va remplacer ça par shoe. Et ici, je peux faire shoe, shoes, 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 shoes. Sauf qu'ici, on va pouvoir modifier la méthode onToggleCart qui va venir d'ici. Et on va pouvoir modifier le isInCart qui vient ici. Donc là, évidemment, il n'y a rien qui fonctionne parce qu'il faut encore injecter les données. Et donc là, il va falloir créer en plus de ça un cart provider qui va contenir notre state juste ici et qui va return cart context.provider. Value est égal à cart, pardon, pas virgule, mais plutôt onToggleCard qui prend une chose et qui return à peu près ceci, tchouk, et comme ça on déplace tout ça là. Ici je peux supprimer ces props, j'évite le props drilling, et là on se dit c'est fantastique, j'ajoute le children. Donc tout ça on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble dans cette vidéo. Comme ça, ici j'ai carte de useState et j'ai plus qu'à utiliser mon card provider ici pour venir injecter toutes mes données au bon endroit. Donc là, il y a juste une erreur, il indique que identifier cart has already been declared, il faut l'enlever d'ici évidemment. Et comme ça, cart is not defined, ici on peut aussi le supprimer, pas tout mais comme ça. Et donc là, on peut voir que l'application fonctionne, presque. Hein, toujours presque, parce qu'évidemment, cart.include de shoes, ici qu'est-ce qu'il me fait? Ah, je lui passais pas le paramètre, donc c'est mieux de passer le bon paramètre. Et comme ça, là, quand j'ajoute, on peut voir que l'application fonctionne toujours. Mais ça fait beaucoup de boilerplate code, et vu que là, on est sur un state global, eh ben, ce serait plus intéressant d'utiliser Zustand. Zustand, c'est assez simple à utiliser, si j'arrive, parce que ce Zustand, il fonctionne d'une manière assez magique. Si, évidemment, on peut pas cliquer sur le bouton documentation quand je veux cliquer sur le bouton documentation. Ah oui, je peux cliquer sur le bouton documentation. On va pouvoir faire le npm install Zustand. Et celui-ci permet de créer un store. Et ce store, il va être accessible à toute l'application. Et donc, on va pouvoir remplacer tout ce code boilerplate par const store est égal à create. On va importer ce create from Zustand ici. Et ce create, il va gérer toute notre logique.
Et donc, lui, il va prendre une méthode set et il va retourner notre store. Donc, notre store, il contient un cart qui est vide. Et ici, il contient une méthode onToggleCart qui prend une chose et qui vient faire set. Ici, tu vas faire current. Et là, on va pouvoir venir tout simplement faire la condition qu'on avait ici. Sauf qu'à la place de carte, il faut faire... Ici, on peut déstructurer d'ailleurs ça comme ça, carte. Et ici, à la place de faire cette carte, on va return un objet qui contient carte, deux points, et ici, carte.filter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va en fait utiliser Zustend. Zustend, ça expose une méthode set afin de garder des méthodes stables. Et donc là, on continue à prendre choose, et set, exactement comme un set state, il prend notre, comment dire, notre ancien state, notre state actuel. Comme ça, on récupère le carte qui est en fait situé juste ici. Et avec ce carte qui est situé juste ici, on peut faire la même condition, sauf que notre set, exactement comme le set state en React, il attend qu'on return un nouveau state comme ceci. Et donc là, on va faire la même chose. On va return le nouveau state. Et comme ça, on a gardé la même API. Et donc là, on va faire useCart. En faisant ceci, juste ceci, on peut supprimer tout ça. On peut ici garder exactement la même chose, ici exactement la même chose, et on peut supprimer tout ça. Donc en cette ligne de code, on a géré toute notre logique. Et là, encore une fois, si on enlève le card provider ici qui est inutile, notre application, elle fonctionne pareil. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, qu'on va regarder ici avec notre ami Arc, parce que j'ai pas la bonne extension juste ici, c'est les renders. Et donc les renders ici vont être assez magiques. En fait, je vais le regarder ici, ça va être beaucoup plus simple parce que je peux afficher un truc super cool avec l'extension React ici, Component, et ici tu peux aller dans Settings et Highlight Component when re-render. Et tu vois que là, quand je clique sur le bouton, il y a toute l'application, tous les composants sans exception qui sont re-render, comme tu peux le voir. Avec Zustend, c'est assez magique parce qu'on va pouvoir faire de la sacrée optimisation. Par exemple, la méthode, on va pouvoir la récupérer comme ceci. OnToggleCart est égal à useCart de state qui va sur state.onToggleCart. Et donc, ça va permettre de l'enlever ici, d'ici. Et pour le isInCart, en fait, tous les hooks Zustend, donc ici useCart c'est un hook Zustend, il prend un sélecteur et ce sélecteur, il peut retourner par exemple un booléen. Et Zustend, il va re-render notre component, pas uniquement si value change comme avec les contextes, mais uniquement si la valeur de retour ici est différente, que ce soit avec la référence comme on l'a déjà vu ensemble, etc. etc. Et donc isInCart, ici, je peux juste faire useCart, s qui va sur s.card.include de choose. Et donc là, en fait, j'ai la même chose qu'avant, sauf que j'ai optimisé le isInCart dans mon sélecteur. Et donc ça, c'est des exemples tout simples. Mais là, dès que je refresh, tu peux voir que maintenant, il n'y a que le composant sur lequel je clique, tu peux voir avec le petit highlight qui est re-render. Et évidemment, ma header est constamment re-render vu que j'ai tous mes éléments ici. Et donc, Zustend, quand tu veux gérer des routes globales comme je le fais juste ici, c'est juste la solution qu'il faut toujours utiliser. Évidemment, Zustend, ça a plein d'usages avancés. Alors, donc, je pense que je l'avais déjà ouvert ici. Mais tu vas pouvoir, comme tu vois l'exemple ici, créer des stores très simples pour gérer des petites choses. Mais tu vas aussi pouvoir, par exemple, gérer avec le local storage ou persister les données à X ou Y endroit. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de m'afficher ce truc sans me laisser quitter cette page. Tu vas pouvoir gérer TypeScript, le test, gérer Zustend à l'extérieur du truc React. Bref, il y a vraiment beaucoup de features avancées. Mais évidemment, cette vidéo, c'était vraiment juste pour te montrer les bases de Zustend afin que tu puisses avoir une bonne vision sur l'utilisation et quand l'utiliser par rapport au contexte. Il faut savoir que si je te montre sur ma plateforme de formation juste ici, donc tu auras accès dès que tu auras fait, dès que tu auras rejoint le cours sur mlv.sh/react et que je te montre ceci, par exemple, tu vois que ici j'ai pas mal de menus interactifs. Ici, tu vois, je peux fermer ce menu et l'afficher. Et pour gérer le state de ce menu, j'utilise Zustend parce que c'est global à l'application. Il n'y a pas plusieurs menus. Donc ça, c'est des bons usages pour Zustend. Ici, tu vois que tu peux avoir GPT-4 gratuitement, tu peux avoir les commentaires, tu peux prendre des notes. Ici, tu as un notebook où tu peux aussi prendre des notes pour te rappeler de choses. Et l'état qui est actuellement ici,
est géré encore une fois par Zustend. Ça me permet de synchroniser ça avec le local storage et de faire en sorte que quand tu refresh, hop, tu as direct la bonne page qui est affichée. Si là, je refresh en étant fermé, hop, j'ai la bonne page qui est affichée. Donc tout ça, c'est des bons cas d'usage de Zustend. Il y en a beaucoup, par exemple les notifications ici, la même chose. Bref, ça permet de gérer tout ça et c'est ça un sacré avantage de Zustend. Donc, pour revenir à notre vidéo, on a vu pas mal de choses, tu vois que ça c'est tous les exercices qu'on verra dans le cours, mais on a vu attention global state, Zustend c'est la solution, exemple Zustend c'est parfait. Donc voilà, je suis allé un peu vite peut-être sur Zustend, je m'excuse, mais si tu trouves que je suis allé un peu trop vite et que tu as vraiment envie d'avoir Zustend à 100%, et ben tu peux regarder ma vidéo là ou surtout cette vidéo de 42 minutes sur Zustend. C'est sûrement la meilleure vidéo que tu peux trouver sur YouTube à propos de Zustend où tu vas pouvoir vraiment avoir toutes les infos. Donc je t'invite vraiment à aller check cette vidéo si tu as envie d'en savoir vraiment plus sur Zustend. Mon but ici c'était vraiment de te partager sur les contextes et j'espère que ça t'a plu. Dans Begin React, dans le cours sur mlv.sh/react, on va voir tout ça beaucoup plus loin. Donc n'hésite pas à rejoindre, ça me fera extrêmement plaisir en tout cas. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à regarder la suite parce que c'est une longue série de vidéos où je te présente vraiment plein de choses, les librairies importantes à utiliser avec React, etc. Et tu peux déjà, le fait d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est incroyable, mais n'hésite pas à mettre un commentaire et à me faire un feedback. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.